Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Il est 17h01 et nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Alors, le Cercle des Cariatides, c'est une émission qui est centrée sur les femmes, qui va au fond des choses, qui aborde des sujets dont on parle peu ou même qui sont tabous. Et on vous propose chaque semaine des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés, qui sortent des sentiers battus et surtout qui donnent à réfléchir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez réagir en allant sur notre page Instagram, sur le compte irm.radio. Vous pouvez également nous suivre en direct sur le compte toujours irm.radio, sur twitch.tv. Et vous pouvez même nous envoyer des SMS au numéro 07 71 59 62 68. Alors nous sommes vraiment dans une période un peu spéciale avec pas mal de bouleversements, comme la plupart d'entre nous avons pu le constater dans nos vies personnelles ou dans la vie des personnes qui sont proches de nous. Et comme on dit, le changement, c'est ce qu'il y a de constant et c'est la seule certitude. Alors, en ma qualité de coach, parce qu'après une carrière internationale en ingénierie, je me suis spécialisée en coaching, plus particulièrement en Women's Empowerment, en leadership et en relations amoureuses. Et j'accompagne des femmes qui veulent faire l'expérience de leur pouvoir authentique. Et une des questions qui revient particulièrement souvent en ce moment, c'est comment vivre les transitions de vie. Alors les transitions de vie, qu'elles soient sur le plan des relations amoureuses ou même sur le plan du travail, avec beaucoup de carrières qui sont quand même chamboulées ces derniers temps, comment vivre au mieux ces transitions de vie. Et ce que je vous invite aujourd'hui à observer, c'est comment est-ce que dans nos vies, on peut utiliser ces transitions-là comme des tremplins et devenir des alchimistes et transformer ces moments qui peuvent être des moments pleins de défis, comment est-ce qu'on peut les transformer en moments, en atouts considérables. Donc, je vais m'intéresser à la rupture, notamment la rupture amoureuse. Et c'est sûr que ce n'est pas seulement dans le cas des ruptures amoureuses que ce que je vais partager avec vous pourra s'appliquer. Vous pourrez également vous servir de ces indicateurs-là dans toutes les transitions que vous avez dans vos vies personnelles ou professionnelles. Et vous verrez tout à fait comment le parallèle va être montré. Alors, ce qui se passe quand on vit une rupture, et malheureusement, avec le confinement, beaucoup de gens ont eu leur couple qui a été mis à l'épreuve. Et aussi, dans le cadre de leur carrière, il y a eu beaucoup de changements. Et ce qu'on constate, c'est que c'est vécu véritablement comme un deuil. Pour moi, le deuil, ce n'est pas seulement le décès de quelqu'un, c'est également cette détresse qui est liée à la perte de quelqu'un ou bien de quelque chose que l'on a aimé. D'ailleurs, être en deuil, tout simplement, c'est être confronté à une multitude d'émotions et de sensations qui sont difficiles, qui sont désagréables et qui provoquent de grands bouleversements dans nos vies. Et ça, on peut tout à fait l'appliquer aux ruptures amoureuses, aux transitions dans les carrières également. Donc le deuil, ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un, mais peut-être la perte de quelqu'un, de quelque chose au travail, pour une rupture, même une maladie ou une perte d'identité quand il y a des changements qui sont tels qu'on ne sait plus qui on est, qu'on ne sait plus où on va, on n'a plus de repères et on se pose énormément de questions. Dans le cadre d'un deuil, au sens le plus large possible,
il y a plusieurs étapes qui ont été définies scientifiquement. Ce sont des étapes théoriques, certes, et ce sont aussi des étapes qui vont arriver dans des ordres qui peuvent être différents et qui vont peut-être être traversés plusieurs fois. Donc, c'est le docteur Kubler-Ross qui a énuméré ces étapes-là. Je vais aller en détail, mais au-delà de ces étapes-là, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de vous donner des indicateurs sur comment se reconstruire. Parce que au final, c'est aussi ce qui nous intéresse le plus en tant qu'être humain. On a envie de s'actualiser, de se développer, de devenir une version meilleure de nous-mêmes à chaque fois. Donc, ces étapes sont tout d'abord le choc. Alors, le choc, ce qui se passe, c'est que c'est un moment de sidération, c'est même un moment de déni quand ce moment de rupture arrive. On peut avoir vu les choses venir comme on peut avoir l'impression que ça nous est tombé dessus. On a du mal à y croire, on se dit c'est trop difficile, mais ça peut pas m'arriver, mais c'est pas possible. Et le choc, c'est une étape tout à fait légitime de défense de notre esprit pour une situation qu'il ne pense pas pouvoir gérer. Donc, la réaction, c'est souvent la négation de ce qui s'est vraiment produit. On se dit non, c'est pas possible, je dois arriver, c'est pas à moi que c'est arrivé. Et on reste un peu comme anesthésié et on a du mal à vraiment comprendre et à vraiment redescendre dans la réalité. Donc, la durée de cette étape ne peut pas être déterminée, ça dépend vraiment de la personne qui la vit. Et c'est une situation, bien sûr, à cette étape-là qui équivaut à une douleur absolument insupportable. C'est une très, très grande douleur. Et pour la personne qui vit cette perte, qui vit ce deuil, c'est particulièrement difficile de vivre cette étape, ce choc. Et on a l'impression que, voilà, que tout s'arrête. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce moment de grande douleur et peut-être même de culpabilité. Qu'est-ce qui se passe à ce stade ? À ce stade, la personne endeuillée se rend compte que oui, la perte est bien réelle. Cette personne est vraiment partie, ou vraiment j'ai perdu ce poste, ou j'ai eu tel chamboulement dans ma vie. C'est réel et voilà, qu'est-ce que je fais à présent ? C'est probablement une des étapes les plus chaotiques et effrayantes de toutes les étapes de ce processus de deuil. Et beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, enfin en tout cas certaines personnes vont essayer de compenser avec peut-être même de l'alcool ou des médicaments ou avoir des envies de rentrer dans des relations pansements ou ne plus vraiment se dire que c'est important de continuer à vivre. Mais ce qui ressort, c'est que c'est très intense. Ça peut être vraiment intense et on a aussi l'impression que on est coupable. Ça peut donner des sentiments de culpabilité si on a l'impression qu'on est un peu responsable de cette perte, de ce changement de statut, de ce changement de situation. Et il y a énormément de remise en question. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais encore une fois, ces étapes-là peuvent arriver dans n'importe quel ordre. Et elles peuvent durer... Enfin, ça n'a pas vraiment de limite. C'est pas vraiment déterminé. Ça dépend vraiment de la personne en question. Une autre des étapes qui va se produire, c'est l'étape de la colère.
la personne qui a vécu la perte peut se mettre en colère à cause de l'injustice qu'elle ressent à propos de ce qui lui est arrivé. Elle peut aussi dévier inconsciemment cette colère sur quelqu'un d'autre, ou bien sur la personne qu'elle estime être responsable de son tourment, de cette perte. Et à ce moment-là, une bonne gestion de la colère est indispensable. Et d'ailleurs, je vais vous donner tout à l'heure quelques outils qui peuvent vraiment aider à exprimer ses émotions, ses sentiments pour rester sain et surtout vivre au mieux toutes ces étapes-là qui sont très normales, et souvent on dit aux gens de ne pas pleurer ou de ne pas s'en faire, que ça ira, mais c'est un très mauvais conseil parce que on est des êtres humains, on a des émotions, on a des sentiments et on n'est pas conçu pour les ravaler. Au contraire, on risque de somatiser et ça risque d'être pire et aussi de rallonger cette étape de deuil, ce processus de guérison. Alors, pourquoi la colère peut s'installer pour différentes raisons. Ça peut être par exemple parce que on est en colère contre soi ou bien en colère contre quelqu'un d'autre, la personne qui est partie, comme je le disais tout à l'heure, et surtout parce que ce vide qui reste est difficile à combler et on ne sait pas comment le combler généralement. Et il y a aussi souvent cette impression d'être incompris, d'être un peu seul, surtout si autour de nous, on n'a pas l'impression que les gens qui nous entourent ont déjà vécu quelque chose de similaire et comprennent ce qu'on vit. Alors, une autre étape, c'est l'étape du marchandage, l'étape de la négociation. Ça ressemble à quoi? On va se dire, je vais tout faire, je ferai tout pour qu'ils reviennent, pour qu'elle revienne. J'ai juste envie qu'on me donne une autre chance. Et soit on négocie avec la personne en question, s'il y a encore un minimum de contact, soit on envoie des messages un peu dans le vide, si la personne n'est plus du tout dans nos contacts, ou alors c'est des négociations avec des gens du milieu professionnel, oui, prenez-moi. Enfin, c'est vraiment un peu une étape où on se sent un peu désespéré. On ne sait plus trop quoi faire, donc on se dit, ok, je ravale ma fierté, j'y vais, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, donc tant qu'à faire. Et c'est une étape qui peut aussi donner l'impression qu'on a perdu son identité, qu'on ne sait plus trop qui on est, qu'on n'a plus tellement de repères. Une autre des étapes qui est très importante, c'est l'étape de la tristesse qui vient aussi avec peut-être même un peu de dépression. Là, on a l'impression que notre monde se dérobe sous nos pieds. Perte de repères, présence d'une douleur très intense dont on ne sait pas comment se guérir. On se sent seul, on peut se sentir perdu. Mais cette tristesse et cette petite dépression-là, c'est vraiment une étape importante. C'est nécessaire au déroulement du deuil, au déroulement de ce processus de guérison lors d'une rupture, lors d'une perte. On est peut-être rattrapé par des souvenirs. On peut se replonger peut-être dans des photos ou bien dans des souvenirs de notre ancienne carrière. Donc là, je vous donne à chaque fois des exemples de ruptures amoureuses ou bien de perte de carrière, mais c'est applicable à d'autres domaines également parce que les ruptures qu'on vit dans nos vies sont vraiment nombreuses. C'est simplement qu'on ne les associe pas forcément à des événements qui nécessitent de vraiment faire un deuil comme si quelqu'un était vraiment décédé. Et pourtant, c'est vraiment des deuils parce que c'est vraiment des pertes. Il y a vraiment quelque chose
qu'on a aimé qui n'existe plus, auquel on n'a plus accès. Alors, toute cette tristesse à cette étape-là, ce n'est pas du tout quelque chose d'anormal, ce n'est pas inquiétant. Cela permet aussi le début de la digestion du deuil, de vraiment ressentir cette tristesse-là, de prendre le temps de vraiment la sentir, tout simplement. Et on n'est pas en mesure, on ne se sent pas en mesure de faire face à cette perte. Peut-être qu'on a même une perte de morale, peut-être un peu de désespoir et surtout un peu ce sentiment d'impuissance, de ne pas savoir comment atténuer cette immense souffrance et on arrive très difficilement à vivre au quotidien. Alors, malheureusement, certaines personnes vont s'arrêter à cette étape-là, à cette étape de la tristesse, à cette étape de la dépression. Ça ressemble à un trou sans fond. Et elles se morfondent dans cet état-là pendant des mois, pendant même des années. Pour certaines personnes, j'ai rencontré des clients qui avaient vécu une rupture amoureuse, ça faisait une dizaine d'années, et qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à avancer et à se donner la chance de rencontrer quelqu'un d'autre parce que ce travail de deuil n'avait pas été fait. Ce processus de guérison avait été arrêté, stoppé net à cette étape de tristesse et n'a pas été sublimé, n'a pas été transformé. Une autre étape qu'il y a très fréquemment, c'est l'étape de la reconstruction. Et c'est une étape primordiale. C'est la phase pendant laquelle la personne qui était triste, qui était déprimée, commence petit à petit à s'ouvrir à nouveau, à accueillir les autres, commence à avoir quelques activités afin d'échapper à la douleur. Et en fait, ça, c'est vraiment l'amorce de la prochaine étape, qui est l'étape de la réconciliation avec la réalité, qui est l'acceptation. Pendant cette phase-là, la personne affectée commence ce processus de reconstruction et cherche des solutions, cherche des moyens pour sortir de sa peine, tape à toutes les portes, demande des conseils, demande aux gens autour d'elle de lui donner leurs petits trucs. Enfin, ça s'inscrit à des formations ou demande même de l'aide de professionnels. Et d'ailleurs, en passant, c'est quelque chose de très important d'être accompagné, de ne pas vivre ça seul. Souvent, on entend « t'en fais pas, avec le temps, tout passe ». C'est vrai, avec le temps, ça passe. Cependant, le temps seul n'est pas suffisant. Il y a également un travail intérieur qui est essentiel. Un travail qui nécessite de savoir quels sont les outils qui peuvent nous aider le plus à vivre ce genre d'étape. Alors, je vous parlais de l'acceptation, qui est la 7e étape. Et à ce moment-là, la personne qui a vécu cette perte accepte la réalité et intègre au plus profond d'elle, oui, il y a eu une perte, ma vie ne sera plus jamais comme avant, je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela, je n'ai plus cette personne dans ma vie. Et voilà, c'est la réalité, c'est ce qui est en ce moment. Il y a également une lueur d'espoir et la personne commence à croire en elle-même et la réalité et les faits de la vie sont enfin acceptés. Cette étape, elle est visible de façon véritable, vraiment comme quand la personne commence à se comporter à peu près normalement, que son quotidien est amélioré, que sa vie professionnelle est améliorée, quand on recommence à socialiser, à se mêler aux autres. Donc, c'est vraiment à cette étape-là qu'on considère que ce
processus d'acceptation a été enclenché. Alors, je vous disais un peu plus tôt que vivre ces émotions, vivre notre vie émotionnelle de façon pleine est primordial parce que autrement on va cristalliser ces émotions et on va les somatiser parce que le corps garde tout en mémoire de toute façon. Et c'est très malheureux qu'on entende, comme je disais tout à l'heure, des conseils qui n'aident pas du tout. Dire à quelqu'un ne pleure pas, il te méritait pas de toute façon, c'était pas quelqu'un de bien, sois forte. C'est pas des conseils qui aident à faire ce processus de deuil. Alors, ce que je vais partager avec vous dans quelques instants, c'est comment exprimer ces émotions de façon pleine et comment faire cette reconstruction de façon de la meilleure façon qu'il soit. Alors nous nous intéressons aujourd'hui aux transitions importantes, aux transitions même dramatiques. Par exemple, des ruptures, qu'elles soient ruptures amoureuses ou perte de job, mais vraiment des chamboulements qui nous impactent de façon très intense. Et ce qu'on a fait dans la première partie de l'émission, c'était d'utiliser les différentes étapes d'un deuil, les différentes étapes du processus de guérison lors d'un deuil, et on les a associées à toutes sortes de ruptures qu'on peut avoir à vivre dans nos vies. Donc, on a évoqué 7 étapes, comme le docteur Kubler-Ross les a partagées. Donc, le choc, ensuite la douleur, la culpabilité, la colère, le marchandage, la négociation, la tristesse, la dépression, la reconstruction et l'acceptation. Et je vous rappelle que ce sont des étapes théoriques, ça signifie qu'elles peuvent arriver dans n'importe quel ordre et qu'elles peuvent aussi avoir n'importe quelle durée. Ça dépend vraiment de la personne qui vit ces étapes-là. Donc, on a vu quelles sont les étapes que pratiquement tout le monde aura à passer lors de lors de ces événements. À présent, ce que je veux partager avec vous, c'est comment vivre au mieux, parce que c'est un tsunami émotionnel, vivre de telles situations. Comment se créer un sanctuaire intérieur? Une des choses que je recommande à mes clientes, je vais vous en donner quelques-unes de ces étapes-là, c'est de prendre le temps d'écrire, d'avoir un journal intime et de vraiment prendre le temps de donner un exutoire à ce qu'on vit en écrivant. Par exemple, je suis en colère parce que, et écrire toutes les raisons pour lesquelles on est en colère, toutes les raisons. Ça peut ressembler à je suis en colère parce que tu es parti, ou je suis en colère parce que vous m'avez licencié, peu importe le domaine, mais vraiment prendre le temps de tout évacuer. Colère, tristesse, je suis triste parce que, et vraiment exprimer au maximum tout ce qu'on a sur le cœur, je suis triste parce que, et c'est pas juste un travail intellectuel. Faut pas simplement réfléchir et se dire oui, je pense que je suis triste parce que. Faut prendre le temps de même fermer les yeux et le ressentir dans notre corps, ce qui nous anime, et écrire avec nos tripes, écrire vraiment, évacuer tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on a dans le corps, et vraiment permettre à nos mots d'avoir tout l'impact nécessaire.
La peur, j'ai peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un ou j'ai peur de ne plus jamais retrouver un poste qui me plaira. J'ai peur de ne pas savoir comment payer mon loyer. Enfin, peu importe, mais vraiment exprimer les peurs qui nous animent, qu'on vit parce qu'elles sont là et on est des êtres humains. On a des émotions, on a des sentiments, on n'est pas des robots. On est vraiment animé. C'est pour ça qu'on est des êtres humains. Une autre chose à évacuer, c'est les regrets. Je regrette que ou je suis désolée parce que. Et vraiment, tout écrire. Prendre le temps de vraiment exprimer ce qu'on a sur le cœur. J'ai pour habitude d'utiliser aussi des playlists. Personnellement, j'ai des playlists pour chaque émotion. J'ai une playlist pour la tristesse, j'ai une playlist pour la colère, j'ai une playlist pour la peur. J'ai en fait pris le temps de mettre ensemble des chansons qui, pour moi, évoquaient des émotions particulières et qui les exacerbaient. Et je trouve que la musique est cathartique pour moi et elle permet également d'aller beaucoup plus loin dans mon expérience. Donc je recommande toujours à mes clientes de prendre aussi le temps d'utiliser la musique pour aller encore plus loin dans leur expérience. Une autre recommandation que j'ai pour vous, c'est de méditer, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Si c'est quelque chose que vous ne savez pas comment faire, qui est complètement nouveau, vous pouvez simplement prendre le temps de vous asseoir ou de vous allonger pendant quelques minutes avec les yeux fermés et de juste prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience de vos inspirations, de vos expirations et d'avoir juste cette connexion avec votre souffle. Tout simplement. Ça peut être aussi simple que ça. Vous pouvez aussi, toujours en ayant les yeux fermés, avoir conscience de ce qu'il y a autour de vous. Peut-être faire attention, est-ce qu'il y a des bruits, est-ce qu'il y a une odeur particulière. Donc, utilisez vos 5 sens et prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous. C'est aussi une autre façon de rester... c'est une sorte de méditation, mais pour des personnes qui trouveraient la méditation peut-être trop difficile. Ou bien, ce que je conseille aussi à mes clientes, c'est d'écouter une musique une musique qui vous inspire. Une musique qui vous inspire, de fermer les yeux et de rester présente. De juste rester présente. Pour moi, la méditation, c'est ça. C'est vraiment être présente, être dans le moment présent. Donc, ça peut être juste la respiration, juste faire attention à ce qu'il y a autour de nous en ayant nos 5 sens bien affûtés. Ou ça peut être écouter une musique qui nous transporte, qui nous élève et passer quelques minutes comme ça. Ça n'a pas besoin d'être un moment très long. On peut commencer avec 5 minutes. Si on peut même 10 minutes, c'est déjà très bien. Si on peut le faire un peu chaque jour, c'est déjà très bien. Ce que je recommande, c'est qu'il y ait une certaine régularité plutôt que d'y aller à fond une fois en passant et après plus rien. Je recommande également une connexion avec la nature. Si vous avez la chance d'avoir peut-être un peu de verdure autour de vous, un parc ou bien une forêt à proximité, prenez le temps de vous connecter à la nature et puis de marcher, de respirer de l'air frais. Si vous avez des animaux domestiques, c'est aussi un bon moment pour les câliner et avoir cette connexion-là. C'est aussi c'est aussi une forme d'ancrage, c'est aussi une façon de s'ancrer, tout comme la connexion avec la nature. Je recommande également tout simplement beaucoup de douceur avec vous-même. Prendre soin de vous,
euh, prendre un bain, peut-être même mettre des bougies, utiliser de l'aromathérapie. Euh, J'utilise certaines huiles essentielles pour certaines émotions. J'ai une façon d'utiliser les huiles essentielles qui est très axée sur le côté, le côté émotionnel. Parce que les huiles essentielles, c'est très subtil et on peut vraiment avoir beaucoup de réconfort. Si par exemple on se sent un peu triste en utilisant certaines huiles ou un peu d'apaisement. Par exemple pour les petits bobos au cœur, le géranium par exemple. Un peu quelques huiles, quelques gouttes de géranium dans une huile neutre, l'huile de jojoba ou bien d'amande douce qu'on mettrait peut-être au niveau du cœur ou bien au niveau des poignets. Ça peut être vraiment très réconfortant ou même de la lavande. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches et à utiliser des huiles essentielles aussi. Des massages, ça peut être également une autre façon d'être très doux avec soi, de prendre soin de soi. Un massage professionnel ou si quelqu'un qu'on connaît peut nous masser, c'est aussi une solution. Et sinon, ça peut être en automassage. Tout simplement même masser notre main en prenant le temps d'être très doux, très lent. C'est aussi un moment de connexion avec soi. C'est un grand moment de douceur. Et pendant ces étapes, toutes ces étapes-là de deuil, on a besoin de tout le réconfort possible. On a besoin de toute la douceur possible. Je vous invite donc à faire en sorte d'être très gentil avec vous-même. Très, très, très gentil. Alors, je vais à présent partager avec vous comment, après avoir exprimé nos émotions et après avoir retrouvé comment être assez doux avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on fait? Je pense que déjà, c'est important d'avoir pris le temps de tout exprimer. On ne peut pas sauter les étapes, on ne peut pas court-circuiter et aller trop vite. Ça serait même dangereux selon moi. La qualité d'ailleurs, je le dis toujours à mes clientes, la qualité de la prochaine relation dépend vraiment de la qualité du travail qui a été fait post-rupture et aussi du travail qui a été fait pour guérir son cœur, pour euh, vraiment exprimer tout ce qu'il y avait à exprimer. Parfois, on a envie, avant de pouvoir passer à autre chose, on a envie de donner un sens, d'avoir un pourquoi, d'avoir une raison qu'on puisse nous dire pourquoi on a vécu cette situation de rupture, pourquoi on a vécu ce changement radical. Parfois, on a des réponses. Parfois, les personnes concernées vont nous dire de façon très claire et très honnête, voilà, c'est parce que ceci, parce que cela. D'autres fois, on n'a absolument aucune raison. Il y a peut-être plus de communication avec ces personnes-là ou peut-être que c'était des raisons qu'on nous a données qui, selon nous, n'avaient pas vraiment beaucoup de sens et qu'on n'arrivait pas à croire. Donc, on peut rester avec cette incompréhension. Alors, je vais vous dire, il va arriver des moments où on n'aura pas de raison et tant pis. Il faut quand même se dire, je vais quand même faire mon deuil pour moi. Parce que sinon, je vais m'accrocher à cette douleur-là, je vais m'accrocher à cette peine et je ne vais pas avancer. Je vais rester bloquée. Et au final, qui perd, c'est nous. Donc, peu importe qu'on ait trouvé cette raison ou pas, c'est important de vraiment choisir, de vraiment décider de faire ce travail intérieur pour continuer à avancer. Également, j'ai remarqué que quand on arrive à prendre en compte comment est-ce que
on a également co-créé d'une certaine façon la situation. Quand on arrive à se dire, OK, voilà, je peux voir que j'ai peut-être eu ma part de responsabilité pour ça, pour ça, pour ça. On est moins victime. Et lorsqu'on est moins victime, je trouve que on arrive aussi à avancer beaucoup plus vite dans le processus. On arrive aussi à faire un travail qui est beaucoup plus profond et qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de vie par la suite parce que il y a aussi cette responsabilisation, cette autonomisation auquel on a finalement un peu plus accès. Alors ça ressemble à quoi? Assumer notre part de responsabilité. C'est par exemple prendre le temps d'écrire. C'est vraiment un travail d'introspection, d'honnêteté radicale et c'est pas forcément très plaisant. C'est vraiment, ça peut même être assez désagréable de réaliser à quel point on a co-créé certaines des situations. Cependant, on arrive quand même à se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère au final. Autre chose pour la reconstruction que je vous recommande, c'est de se poser la question, quelles ont été les compétences, mes compétences que j'ai délaissées dans cette histoire. Peut-être qu'on va réaliser, j'ai délaissé la compétence de m'aimer moi. J'ai fait passer quelqu'un d'autre avant. J'ai délaissé la compétence de dire ma vérité, de partager ma vérité au bon moment et à chaque fois. Et on peut réaliser qu'en fait, on n'a pas osé dire les choses qui nous animaient au moment où c'était important de les dire parce qu'on avait peut-être peur que la personne parte ou de faire plein de remous et que ça ne se passe pas bien avec notre équipe au travail. Donc vraiment prendre le temps de se dire quelles ont été les compétences que j'ai mis de côté, que j'ai délaissées. À quel moment est-ce que je me suis abandonnée? C'est super important de le réaliser parce que ce que on fait comme travail de reconstruction, c'est pas juste surmonter un deuil, c'est pas simplement euh, aller au-delà de cette expérience négative précédente, mais c'est également créer une fondation solide, une fondation béton pour la suite. Et toutes les aptitudes qu'on réussit à développer, à, euh, à retrouver, sont des aptitudes qui nous servent dans tous les domaines de notre vie. Donc si c'est une rupture amoureuse et qu'on réussit à prendre conscience qu'une des aptitudes qu'on a laissées de côté, c'était la capacité de nous aimer, ben c'est sûr que même au travail, même au travail par la suite, si on nous demande de respecter des cahiers de charges qui sont absolument impossibles, on aura plus de courage pour s'exprimer, pour parler, pour négocier. Donc, ça s'applique vraiment à tous les domaines de notre vie et c'est vraiment une victoire. Peu importe à quel moment on arrive à prendre conscience de ces aptitudes qui nous ont fait défaut pour les expériences négatives passées, c'est toujours une victoire quand on arrive à en prendre conscience. C'est une victoire pour tous les domaines de notre vie. Je vous invite également à faire amende honorable envers vous-même. Peut-être même vous écrire en contrat, vous promettre des choses, vous promettre de ne plus jamais, par exemple, je ne me laisserai plus jamais tomber, je ferai en sorte de vraiment m'aimer, je ferai en sorte d'avoir beaucoup de douceur pour moi-même, d'avoir beaucoup d'empathie, de générosité, de compassion pour moi-même. Donc vraiment, tout ce qui a fait défaut, en prendre conscience et surtout faire amende honorable et se promettre de faire les choses différemment.
parce que ça fait partie de ce travail de reconstruction, qu'il y ait une façon nouvelle d'être, une façon nouvelle de faire également. Je vous invite également à identifier, et ça on le fait pas beaucoup, à identifier les croyances qu'on a, les croyances de base qu'on a sur l'amour, parce que ça a eu un impact, une influence sur les relations précédentes. Et si on veut vraiment faire un travail de reconstruction sérieux, c'est important de les identifier parce qu'on porte des représentations inconscientes qui influencent notre définition du couple. Et la déception ressentie pendant une rupture va forcément réactiver l'histoire de fracture d'origine, je dirais. Et la fracture d'origine, c'est souvent un événement qui s'est passé vraiment il y a bien longtemps, peut-être même pendant l'enfance. Et l'interprétation qu'on en a faite a coloré toute la suite de notre cheminement. Si par exemple, on nous a pas... bon, vraiment, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu récemment en consultation. Quelqu'un qui attendait toujours énormément à la sortie de l'école qu'on vient de la chercher. Et elle n'avait jamais, comme ses amis, sa mère qui était là dès qu'elle terminait. Donc, à chaque fois, elle attendait 15 minutes, 30 minutes, parfois même plus. Et pendant qu'elle attendait, elle se disait à chaque fois je mérite pas qu'on m'accorde de l'attention, je mérite pas qu'on m'aime, je mérite pas qu'on m'aime, je suis pas aimable. Et ça, c'est un schéma qu'elle a transporté, qu'elle a gardé avec elle dans ses relations. Et c'était une des raisons de sa rupture. Elle n'arrivait pas à recevoir l'amour qu'on lui donnait. Enfin, c'est un peu plus complexe. Je vais simplifier. Mais ce travail de reconstruction implique de choisir, de décider, de tout faire en sorte pour apprendre à s'aimer dans son cas précis. Donc, prendre conscience de nos croyances de base sur l'amour, de nos croyances limitantes. Là je dis sur l'amour parce que je me fie aux ruptures amoureuses, mais nos croyances limitantes même sur nous-mêmes, sur qui on est, est-ce qu'on est assez, est-ce qu'on fait assez, est-ce que... Voilà, ça c'est aussi important et ça s'applique à tous les domaines. On a ça à cœur, d'identifier ses croyances de base, parce que c'est important de sortir de la répétition amoureuse ou de la répétition tout court. Parce qu'on a tendance à refaire les mêmes choix et rencontrer les mêmes personnes qui auront une apparence physique différente, certes, mais au fond qui auront les mêmes façons d'être, les mêmes façons de faire, parce que c'est notre schéma à nous. Donc, c'est ce qu'on va naturellement attirer. Donc, on a vraiment parcouru pas mal d'étapes, pas mal de recommandations sur quelles sont les étapes du deuil, comment exprimer ses émotions, comment faire ce travail de reconstruction et également comment sortir de la répétition, tout simplement, pour vivre quelque chose de neuf pour la suite. Voilà. C'était un format différent aussi, la capsule coaching du cercle des cariatides. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir assisté à notre émission. On a exploré comment vivre les périodes de transition comme des alchimistes et de transformer les séquelles douloureuses d'une transition difficile en atout de taille pour la suite de notre cheminement.
Je vous rappelle que notre émission est déjà disponible en replay sur twitch.tv. Elle sera disponible dans quelques jours sur YouTube. On se retrouve mercredi prochain à 17h et rendez-vous également sur notre page Instagram. Le compte c'est irm.radio pour consulter toute notre programmation alléchante. À très vite. Au revoir.